Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je vais répondre à la question d'une personne qui me demandait d'expliquer ou de parler un peu de l'idée du consensus dans la prise de décision chez les Premières Nations, dans les communautés autochtones en particulier. C'est beaucoup en réflexion avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines par rapport à la mobilisation qui se passe présentement à Ottawa, à Toronto, le convoi de la liberté 2022, et on parlait de l'appropriation de l'identité ou même, je dirais, de l'utilisation de l'usurpation de l'identité autochtone pour donner une validation en disant la voix des communautés autochtones est représentée, elle est entendue, elle est présente. Et pourquoi c'est important de voir que le processus de consensus est important pour les communautés autochtones, c'est que c'est un processus qui a été identifié très longtemps comme étant la manière de faire de beaucoup de communautés autochtones dans le mode politique ou le mode, je dirais, du vivre ensemble dans les communautés. Donc, une des idées derrière le consensus, c'est d'avoir l'accord, l'écoute ou l'entente, je dirais, consensuelle, d'où consensus, de plusieurs, voire l'entièreté des membres de la communauté dans des décisions qui ont un impact sur l'entièreté de la communauté. Donc, souvent, on va voir des référendums qui peuvent avoir lieu dans les communautés sur des prises de décision autour des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, et qui vont être pris selon une forme de consensus. Des fois, on va voir que pour qu'une décision soit acceptée, il doit y avoir un référendum à 75% positif pour ou contre. Donc, c'est 3/4 de la population qui doivent être pour ou contre le projet ou pour ou contre la décision pour que ça aille de l'avant. Ça, c'est un exemple. Puis juste pour vous dire comment c'est différent, imaginez comment on a discuté de la séparation du Québec à 50%, 51%. C'est à ce point qu'il y a quand même une différence et comment on peut voir des fois qu'une communauté est séparée avec un fil très très mince. Donc, l'idée du consensus, c'est l'idée de dire que, bien, si on n'a pas l'accord de la communauté, c'est que la discussion doit continuer d'exister. Donc, on ne peut pas prendre une décision et aller de l'avant, faire des décisions rapides. On s'entend qu'en politique canadienne, c'est complètement différent du consensus. Pourquoi? Bien parce qu'on va faire élire des membres de partis politiques et ces partis politiques-là ont des visions selon les partis politiques. Donc, ce que ça a comme, je dirais, des avantages, c'est que ça va ancrer dans l'imaginaire de beaucoup de gens une identité envers un élu. Donc, cet élu-là, ah ben lui c'est un conservateur, on ne peut pas y faire confiance, ah ben lui c'est un libéral, ah lui est NPD, ah lui est ci et ça et ça. Et plutôt que de se baser sur ce qui est porté de l'avant par un élu, on voit tout de suite qu'il porte le chapeau pour une communauté qui est différente de la communauté. Donc, cette communauté-là va vouloir créer un consensus pour ses propres avantages plutôt que de voir l'ensemble de l'œuvre. Et si on veut s'inspirer pour voir comment ça peut être fait, le consensus en politique canadienne, bien, on a juste à regarder l'exemple des territoires, par exemple. Le territoire Nuuvatut, le territoire du Nunavut et le territoire du Nord-Ouest sont des modèles où, justement, les élections se font par consensus. Pourquoi? Bien, à l'époque où on instaurait des partis politiques, on faisait de la politique, bien, les territoires n'étaient pas vus comme des provinces qu'on devait, dont on devait faire l'administration. Donc, ça a été un peu laissé libre et une plus grande partie de la population étant autochtone, une plus grande partie de la population a pris le devant et bien sûr, le mode en consensus a pris un peu le devant aussi. Ce que ça veut dire, c'est que chacun des élus de ces gouvernements-là est élu en tant qu'indépendant. Donc, il n'est pas identifié à une communauté politique. Et pour les communautés autochtones, c'est quand même très important, c'est-à-dire que cette personne-là doit représenter l'ensemble de la communauté plutôt que d'essayer d'avantager son parti politique. Et donc, vous comprendrez que l'idée derrière ça, c'est que quand tu fais du leadership, quand tu es dans une formule de prendre une décision pour un grand groupe, eh bien que tu as une vision qui englobe tout le monde, même ceux que tu n'aimes pas, même ceux qui ne font pas partie de ta famille, même ceux qui ne sont pas tes amis. Dans le fond, l'idée de la communauté va être beaucoup plus mis en vision dans une idée de consensus que dans une idée de parti politique, d'élection, de groupe. Et en plus, si on remonte encore plus loin en arrière, il faut comprendre que les partis politiques, que les modes politiques présentement ferment la porte souvent ou rendent très difficile l'accessibilité à la prise de parole des citoyens
alors qu'autrefois, dans l'idée du consensus, chaque personne pouvait venir parler, dire pourquoi ils étaient pour ou ils étaient contre, et avait le droit de se retirer. Donc, c'est-à-dire que maintenant, certains groupes élus, donc dire c'est un élu, on peut décider pour l'ensemble de l'œuvre. Et c'est ce qui fait que des fois, quand on voit des mobilisations et qu'on veut mettre une personne autochtone ou une personne qui représenterait la voix autochtone, ça ne marche pas dans l'idée des consensus traditionnels, alors que quand on voit des grandes mobilisations avec plusieurs personnes qui représentent le grand groupe, bien là, on comprend qu'il y a un consensus, on comprend que certains des leaders portent la parole de leur communauté et viennent appuyer un consensus entre chacun des leaderships. D'où l'idée, je disais, dans mes dernières chroniques, des mobilisations, par exemple, d'Idle No More, où on voyait des gens qui venaient de plusieurs milieux communautaires, que ce soit l'APN, la PNQL, des groupes traditionnels, des gens des milieux urbains, des gens des communautés, des territoires éloignés. Donc, de voir tous ces groupes-là se réunir et d'avoir le consensus de marcher ensemble pour une cause, c'est ce qui a fait que cette mobilisation-là autochtone a marché. Mais de dire, on a un représentant autochtone, ça va à l'encontre même de l'idée du consensus, à moins que cette personne-là ait été désignée, a été mis comme un mandat par sa communauté de parler au nom de la communauté. Et un des exemples que j'aime beaucoup utiliser, c'est par exemple Ellen Gabriel, pendant la crise d'Oka, qui avait été mandatée par sa communauté pour aller parler devant les médias. Donc, c'est vraiment de dire qu'un consensus permet que des mobilisations soient représentatives, que les élections soient représentatives et même que les prises de décision dans le consensus, après ça, ne soient pas défaites. Et ça évite de dire que chacun tire la couverte de son bord alors qu'on tire la couverte pour tout le monde. Alors, merci beaucoup pour la question sur le consensus. Je vous dis, c'est un sujet extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup d'études qui avaient été faites par le passé sur les modèles politiques, sociaux des communautés autochtones avant l'arrivée des Européens. Je vous invite à aller lire ça. Moi, je trouve ça passionnant, mais je suis un petit peu nerd. Et je pense que dans les prochaines semaines à venir, on va voir de plus en plus comment ces modèles-là pourraient inspirer les modèles canadiens, parce qu'on voit présentement la limite, justement, des modes politiques canadiens quand on n'écoute pas une partie de sa population. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager la chronique et n'hésitez pas à nous envoyer des questions.